Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin. Ce soir, François Fillon en campagne malgré tout. Le candidat met en avant sa combativité et il demande à ses partisans de l'aider. Et pendant ce temps, les auditions s'enchaînent et l'enquête se poursuit. Plus largement, on va s'intéresser ce soir à l'évolution de l'opinion publique face au scandale et à l'heure des réseaux sociaux, quand tout s'emballe. On va tenter de prendre un peu de recul avec de nombreux invités en notre compagnie. Réflexion aussi sur le temps de la justice par rapport au temps politique. La droite et le centre sous très forte pression en ce moment en attendant la décision du parquet national financier. Sur ce sujet, le match des idées opposera l'ancien magistrat Philippe Bilger à Marc-Olivier Padis, directeur des études du think tank Terra Nova. Enfin, l'entretien, mon invité nous propose une plongée dans l'enfer de Montretout. C'est le domaine des Le Pen. Une demeure et bien plus, le lieu de rencontre secrète, improbable. L'entretien avec le grand reporter au Parisien Olivier Beaumont tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre, vos réactions et puis vos questions avec le hashtag OVPL. Et avant d'accueillir mes premiers invités, le tour d'horizon de l'actualité du jour. Le rendez-vous était attendu entre le président de la République et l'ancien frondeur désormais candidat. Pas de passage de témoin pour Benoît Hamon, encore moins de soutien de la part de François Hollande. Il y a simplement la volonté de ma part d'échanger sur ce que seront les axes de ma campagne. Et ils seront dans la continuité de ce que j'ai défendu. J'ai proposé un cap. Ce cap, je le maintiens. Je l'enrichirai évidemment des contributions de toutes celles et ceux qui s'impliquent aujourd'hui derrière moi. Et je n'ai jamais été fermé à ces discussions. Mais le cap, il a été donné. C'est pas parce que la primaire est terminée que les transitions que j'ai évoquées sur la question du travail, du numérique, de l'écologie, se sont, elles, interrompues avec la primaire. Justice. Le sénateur Serge Dassault a été condamné à 5 ans d'inéligibilité et 2 millions d'euros d'amende. Il reprochait à l'avionneur d'avoir caché au fisc français pendant 15 ans des millions à l'étranger. Le tribunal fait état d'une fraude d'ampleur et d'une claire intention de dissimuler des fonds familiaux. L'avocat de l'industriel, âgé de 91 ans, a immédiatement annoncé qu'il allait faire appel. Front National. Si elle est élue, Marine Le Pen promet un référendum pour inscrire la notion de priorité nationale dans la Constitution. Une notion qu'elle veut utiliser en matière d'emploi. La candidate du FN assure aussi qu'elle sera candidate à l'élection présidentielle, même si elle est mise en examen dans le cadre de l'enquête en cours sur l'emploi de ses assistants parlementaires au Parlement européen. Économie. D'ici 4 ans, entre 5 000 et 7 000 postes vont être supprimés à EDF. L'électricien n'arrive pas à assainir ses comptes, plombés par une dette grandissante. Une situation financière préoccupante due à la maintenance des centrales nucléaires et à la construction de 2 réacteurs à Hinkley-Point, en Grande-Bretagne. En avril 2016, le PDG Jean-Bernard Lévy s'était pourtant engagé à ne pas baisser les effectifs. En séance. 85 000 viols ont lieu chaque année en France, dont la moitié touche des jeunes femmes de moins de 18 ans. Un débat avait lieu aujourd'hui sur ce dossier au Sénat. De son côté, le gouvernement a lancé une réflexion sur les délais de prescription. C'est un tabou de parler d'avoir été violé, agressé sexuellement, parce que on est dans la culture du viol. On considère qu'on est responsable parce qu'on était glamour, qu'on était avec une mini-jupe et qu'on ne s'est pas assez battu, etc. Au Sénat. C'est le meilleur sénateur de l'année. Didier Guillaume, président du groupe socialiste au Sénat, a reçu ce soir le prix du trombinoscope. Une récompense qui permet à l'élu de la Drôme de tourner la page de la campagne des primaires qu'il a menée pour son champion, Manuel Valls. Il faut regarder plus loin, toujours devant. On ne fait pas de la politique, on ne vit pas tous les jours en regardant dans le rétroviseur. On regarde devant, l'horizon, le cap, il faut tenir le cap. Et lorsque l'on tient le cap, tout va bien. C'est Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains à la Haute Assemblée, qui a reçu le prix de l'homme politique de l'année, un certain François Fillon.
Dans l'actualité, François Fillon tente de relancer sa campagne. Il dénonce le tribunal de l'opinion. Le candidat, sur le terrain, se défend d'avoir fait quelque chose d'illégal. On va parler de sa ligne de défense qui pourrait être davantage mise à mal avec les propos diffusés ce soir de son épouse par envoyé spécial sur France 2 il y a quelques instants. Et on va tenter de prendre également un peu plus de recul par rapport à cette tempête politique, judiciaire et médiatique. On va analyser l'évolution de l'opinion d'une manière générale face à ces scandales. Le tout, eh bien, à l'heure des réseaux sociaux. On en parle avec nos invités. Isabelle Véramasson, bonsoir. Bonsoir. Directrice de recherche au CNRS, spécialiste de communication. Nous accompagne Véronique Reilsoult, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste des réseaux sociaux, directrice générale de Dentsu Consulting. L'historien et spécialiste d'histoire politique est là, Jean Garrigue, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir Sonia. Directeur général adjoint de l'IFOP. Avant d'entrer dans le vif de notre débat sur, de manière générale, l'opinion publique face au scandale de la Ve République, notamment Jean Garrigue. Premier tour de table, votre réaction d'abord, Isabelle Véramasson. Nous avons tous regardé, tout à l'heure, nous étions là en loge, l'émission de France 2, Envoyé spécial, qui a donc diffusé des extraits de l'interview de Pénélope Fillon, qu'elle avait, je le précise, accordée au Daily Telegraph. Longue interview de 45 minutes, quelques extraits ont été diffusés. C'est le moment où elle déclare ceci: je n'ai jamais été l'assistante de mon mari. Alors, accablant, est-ce que cela vient fragiliser sa défense? Que faut-il en penser? Alors, ce n'est pas la première fois que Pénélope Fillon déclare qu'elle ne travaille pas. C'est très frappant de voir qu'elle le dit sans réserve, sans discours, comme on parle à une amie. Et je connaissais l'entretien, on l'avait lu dans la presse, mais le voir en image est incroyablement fort et parlant, parce qu'on sent une femme qui s'ennuie un peu, qui ne fait pas grand-chose. Bien sûr, elle a ses enfants, elle fait des choses un peu ennuyeuses comme faire les courses. Et là, tout d'un coup, on sent qu'il n'y a rien de préparé. On n'est pas du tout dans la com ou la communication politique. Elle parle vrai, et en parlant vrai, elle dit le contraire, évidemment, de tout ce que dit François Fillon. Et pour cause, c'était il y a évidemment quelques années. Jean Garrigue, quelle était votre impression? C'est exactement la même que celle d'Isabelle. On a même l'impression qu'elle n'est pas au courant. C'est-à-dire qu'on pourrait arriver à cette situation quand même assez étrange d'une femme qui aurait été à l'insu de son plein gré, comme disait l'autre, collaboratrice, enfin considérée comme, aux yeux du règlement de l'Assemblée nationale, comme une collaboratrice parlementaire, sans même le savoir. Enfin, on est dans quelque chose d'assez fou. Et d'ailleurs, toute cette affaire baigne dans un climat un peu d'irréalité, ou plutôt d'inconscience. C'est ça la vérité, c'est que on voit bien que cette culture de caste du privilège, qui n'est pas l'apanage du seul François Fillon, bien au contraire, cette culture-là fait qu'on en arrive à ce genre de situation tout à fait incongrue. Et manifestement, cette dame a pu donner des conseils à François Fillon, parfois même... Elle le nie d'ailleurs, elle le nie. Oui, elle dit à un moment donné, je ne donnais même pas de conseils. Donc, elle a même cette pudeur de s'effacer comme les femmes d'une certaine bourgeoisie bien élevée, bien pensante, derrière son mari qui a des responsabilités, qui porte sur lui le poids de ses responsabilités. Mais on est dans quelque chose, je le répète, qui ressemble un peu à un déni de réalité. Même question, Frédéric Dabi. Oui, je partage bien sûr ce qui vient d'être dit. Ce qui est terrible du point de vue de la défense et de la stratégie de François Fillon, qui est d'éteindre au plus vite cet incendie, c'est dire laisser dire pendant une dizaine de jours, l'affaire sera classée sans suite. Ce n'est plus une affaire, ce sont des affaires. Ce n'est plus une affaire traitée médiatiquement très fortement, mais c'est un véritable feuilleton avec chaque jour un rebondissement qui chasse l'autre. C'est absolument dévastateur, bien sûr, parce que ça stoppe tout net la campagne de François Fillon qui est par définition maintenant complètement inaudible. Et puis, on parlera de l'impact des affaires. J'ai tendance à le minorer sur les choix présidentiels. Mais là, il se produit ce qu'on appelle un dégât d'image, c'est-à-dire une perte totale de cohérence de l'image de François Fillon qui est apparu fortement avec cette primaire gagnée de manière écrasante comme l'homme vertueux venu là pour réformer le pays en profondeur, bouleverser le modèle social, demandant en creux des efforts aux Français. Et il se prend en boomerang l'image de quelqu'un qui s'est peut-être payé sur la bête.
Je ne sais pas, Véronique Reilsoud, si vous avez déjà eu le temps de voir, non, de faire peut-être un bilan sur les réseaux sociaux des révélations qui s'égrènent jour après jour. Peut-être déjà, même question que nos invités, une tendance générale. Ce qu'on peut lire, les réactions qu'il y a eu pendant le passage de cette interview, c'est qu'elle apparaît plus comme une victime, ce que vous disiez globalement, et on voit bien les internautes disent plus. L'expression à l'insu de son plein gré est pas mal repris aussi sur le web, ils ont anticipé ou écouté ce que vous disiez, mais surtout c'est une victime et globalement on la plaint plus qu'autre chose et finalement ça rajoute pas forcément de l'huile sur l'histoire, c'est plus tout d'un coup une autre facette qui a l'air d'apparaître là. On raconte une autre histoire qui est celle de Pénélope Fillon qu'on a pour l'instant assez peu racontée. Et qu'on n'a surtout pas du tout entendu. Non, on n'a pas du tout entendu et elle apparaissait en creux, tandis que là pour la première fois d'une certaine manière on l'entend parler, avec sa personnalité effectivement discrète, mais qui a quand même une vie à raconter, une vie très banale, une personnalité. Et du coup, elle devient une victime beaucoup plus clairement. Ouais. Alors, on peut se demander si cette victimisation, mais c'est une hypothèse et sans doute improbable d'ailleurs, mais est-ce que cette victimisation de Pénélope Fillon, le capital de sympathie qu'elle peut dégager, pour certains, est-ce que cette victimisation pourrait, je dirais, s'étendre sur son mari et apporter, au fond, une sorte de capital... Non, mais c'est une question que je pose, bien sûr. C'est clairement la stratégie qu'il a eue. Voilà, on parle de coup d'État institutionnel. C'est une stratégie de victimisation et de refabrication de droite. Sauf que là, dans le cas présent, c'est lui le bourreau. Oui, c'est lui le bourreau. Donc, on ne sait pas. Ça, c'est vraiment au juge de trancher. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que la persécution et la théorie du complot, certes, elle a été reprise, elle est travaillée, mais là, quand on parle de l'interview de ce soir et qu'on dit que Pénélope, pour une fois, elle apparaît comme une victime, c'est pas les médias qui la font passer pour une victime, c'est elle dans cette histoire, et donc François Fillon ne peut pas se targuer d'avoir le même sort. Enfin, c'est pas la même histoire. Mon questionnement portait précisément sur on joue sur aussi des effets de représentation d'inconscient collectif, etc. Est-ce que pour une partie de l'électorat de droite qui a suivi François Fillon, qui au fond, lui, ne veut pas croire à la réalité de ça, est-ce que cette victimisation-là, ce capital de sympathie, je vous le répète, ne va pas être au bénéfice aussi de François Fillon? Ça peut être aussi Les convaincus iront chercher des éléments pour les continuer à être convaincus. En tous les cas, François Fillon a cherché justement à motiver, enfin ce qui reste de motivation chez ces convaincus dont vous parlez, Isabelle Véramasson, tandis que l'enquête se poursuit. Le candidat tente de relancer en ce moment sa campagne sur le terrain. En meeting dans les Ardennes, il assume avoir travaillé avec sa femme, mais rien d'illégal, dit-il. On l'écoute. Que me reproche-t-on? On me reproche d'avoir voulu que mon épouse soit la première de mes collaboratrices. Elle qui, depuis 40 ans, construit avec moi mon parcours, tous les jours. Il y a à cela rien d'illégal. Et j'assume le choix qui fut le mien de m'appuyer sur elle, sur mes proches, qui savent mieux que quiconque les sacrifices et les dévouements qui ont jalonné mon chemin politique. On ne parcourt pas un chemin si rude sans avoir à ses côtés des personnes en qui on a toute confiance. Voilà pour une ligne de défense qui a justement évolué. Frédéric Dabi, on est passé du coup d'État institutionnel, etc., à une position vraiment combative, offensive, là, ce soir. Oui, il l'avait été également dimanche dernier lors de son meeting, qui était un peu son meeting du Bourget à lui, ou le meeting de Nicolas Sarkozy de 2007 de la porte de Versailles, où il s'est raconté et il a montré sa solidarité vis-à-vis de sa femme. Et il a repris ce soir dans les Ardennes ce terme sur « nous sommes une famille, nous sommes un bloc et j'assume le fait d'avoir travaillé avec ma femme ». Non, pas travaillé. Quelle a été ma première collaboratrice? Elle a été ma première le mot travail n'est jamais... Oui, quelle a été ma première collaboratrice. Là, le problème, c'est qu'il n'est plus maître de son agenda. On attend de voir ce que les juges vont décider. Et c'est terrible pour un candidat à la présidentielle. Qu'est-ce que c'est dans la geste et la mystique politique? C'est la rencontre d'un candidat et non pas d'un couple. En France, il n'y a pas de ticket. Il n'y a pas de couple qui vont rencontrer les Français. C'est le candidat face aux Français qui regarde la France au fond des yeux, comme disait qui vous savez. Là, il y a ce problème de parasitage et de ces affaires qui finissent par complètement empoisonner son lien avec les Français. Depuis hier, l'IFOP a lancé son rolling présidentiel. On voit qu'en à peine 2 jours, François Fillon a perdu 2 points. Ce n'est peut-être rien, mais ce qui est absolument préoccupant pour lui, c'est que la baisse touche les segments traditionnels du peuple de droite, les
personnes âgées et les électeurs de Nicolas Sarkozy 2012, presque un tiers d'entre eux ne voteraient pas pour François Fillon. Nous, ce qu'on pouvait constater sur les réseaux sociaux, c'est intéressant parce qu'on peut regarder ce que disent les sympathisants et les militants. L'intérêt, c'est qu'on peut aller regarder une cible bien spécifiquement. La semaine dernière, les mots qu'ils associaient à cette histoire étaient les mots déception, attendre et stupéfait. Et c'était négatif, mais globalement, c'était plus une forte déception qu'on ressentait. Et cette semaine, les mots sont les mots de démission et la recherche de solutions. Donc en fait, on sent qu'il y a une espèce de flottement entre les deux. On n'arrive pas à savoir si on est très furieux ou pas très furieux. Et on voit chez les sympathisants et les militants une espèce de recherche d'éléments pour soutenir. Il n'y a aucun tabou à envisager, Jean Garrigue, l'après François Fillon. Non, et il y a un double effet de contraste entre, d'une part, la réaffirmation par François Fillon de sa mission, de son lien justement avec un peuple de droite dont on voit bien qu'il commence très sérieusement à se détacher de lui. Et puis l'autre lien qui s'est rompu, c'est celui avec un certain nombre de parlementaires, d'élus, de responsables de sa famille politique. On a vu monter au créneau le sarkozyste Georges Fenech, on a vu monter au créneau un juppéiste Charles Gosselin. Il est vrai que pour le moment, il se compte sur les doigts d'une main. Si on sur les doigts d'une main, mais on sait très bien comment fonctionne la politique. On envoie d'abord une avant-garde qui annonce le gros de la troupe et qui annonce les généraux en chef qui sont prêts éventuellement à se positionner. Donc voilà, on est dans ce contraste d'un discours qui reste un discours, je dirais, volontariste, un discours jusqu'au boutiste. Je fais la guerre à outrance, comme disait Clémenceau. Et là, notre Fillon Clémenceau est toujours en guerre, sauf que derrière, dans la réalité, on voit très bien que les armées sont en train de se fissurer et que les généraux commencent à douter de la victoire. Isabelle Verramasson, je vais vous demander une vision plus globale sur sa ligne de défense depuis mardi. On a l'impression que c'était le siècle dernier, mais c'était il y a quelques jours quand même, la déflagration. On va écouter de nouveau ce soir François Fillon, enfin tout à l'heure, en meeting, et il demande vraiment à ses partisans de l'aider. Est-ce qu'on peut l'écouter? François Fillon, tout à l'heure, dans les Ardennes. Remarquez, j'ai résumé ce qu'il a dit. Il demande à ses partisans de l'aider tout simplement. C'est assez vite dit. Il emploie un mot, moi qui suis historienne de la mémoire, qui me semble important, c'est le mot de résistance. C'est-à-dire qu'il fait appel à toute la mythologie, au récit de la Seconde Guerre mondiale, qui est si important dans notre gaulienne de notre histoire. Donc il s'inscrit dans le mouvement le plus positif, on peut dire, de notre histoire récente. C'est la résistance aux méchants, aux affreux, aux terribles. Et donc, il fait ça et il fait appel et il dénonce. Et là aussi, c'est une autre histoire que nous connaissons bien, l'émeute, les barbouzes, les officines. Donc, on est véritablement dans la droite traditionnelle avec ce qu'elle a eu de glorieux, et ce qu'elle peut avoir de déplaisant et d'obscur. Et il s'inscrit dans cette double histoire et chacun y reconnaîtra les siens. Et il fait ça depuis le début, sauf, je ne parle même pas de la première journée qui est terrible, quand on voit ce qu'est devenu Pénélope Fillon et qu'il a parlé, il a osé parler de machisme en ce qui concerne de misogynie en ce qui concerne l'attitude de cette femme qu'on n'entend toujours pas, à qui on ne donne pas la parole. Ça vous trouble, vous, la communicante, parce qu'on se doute et on le sait, hein, on connaît ces communicants autour de lui. Est-ce que vous lui aurez conseillé, au contraire, mets tout sur la table? Viens avec ton épouse, évidemment. Alors, heureusement, je ne suis pas une communicante parce que j'aurais bien eu du mal de lui donner des conseils parce que je crois qu'il est dans une si mauvaise passe que tous les conseils sont mauvais. Et j'entends tout le monde les critiquer, les communicants. Qu'aurait-il pu faire moi, je lui aurais dit de se taire. J'aurais dit, écoutez, je ne parle qu'au juge. Mais je crois que ça doit être extrêmement difficile parce qu'effectivement, il parle au juge. Et les juges n'ont pas la même réception que les citoyens ou que nous, les spécialistes. Parce que les juges sont dans un problème différent. Ils doivent prouver que Mme Fillon n'a pas travaillé. Et il n'y a rien de plus difficile puisque ce travail n'est pas défini. Peut-être se lève-t-elle le matin et lit-elle des romans pour ensuite en faire un résumé à son mari parce que comme ça, il pourra dire qu'il a de la culture. Rien n'est défini. Donc, il n'y a rien de plus difficile que de prouver justement un emploi. C'est pratiquement impossible. Et donc, n'enterrons pas tout de suite François Fillon. Il peut très bien, grâce à ce flou qui
est posé sur le rôle de son épouse s'en sortir. Juste, on va faire juste un point d'étape opinion avec Frédéric Dabi. Dites-nous quel est vraiment l'état d'esprit, là je parle des militants et même des sympathisants. Est-ce qu'il y a un décrochage net? Est-ce qu'il y a une hémorragie? Ou est-ce que son socle, toujours, se maintient pour le moment? Non, je suis frappé de voir qu'il ne s'est pas effondré en termes d'intention de vote. Alors, il est bien sûr à un score nettement moins fort qu'au lendemain de cette primaire qui lui a donné une sorte d'impulsion présidentielle où il culminait à 27,28%, où il était le seul, avec Alain Juppé avant primaire, à devancer Marine Le Pen au premier tour. Il arrivait en pôle opposition. Là, non seulement il n'est plus en pôle opposition, non seulement il recule fortement, il est maintenant sous la menace d'Emmanuel Macron, qui lui, même s'il y a une petite affaire autour de lui sur ses frais de bouche à Bercy, mais cette affaire fait pchit, il ne la traite pas, il peut se taire justement dans le cadre de cette affaire, et il est sous la menace d'Emmanuel Macron, il est en perte assez fort dans les segments traditionnels de l'électorat de droite, et surtout, je le redis, il y a des affaires qui font pchit parce qu'elles n'atteignent pas, je dirais, la vérité du personnage. Rappelons-nous Jacques Chirac en 2001-2002, cerclé par les affaires. Les Guignols le singeaient comme super menteur. Ça n'a pas impacté du tout sur le rapport de force électoral. Parce que ça ne touchait pas à la cohérence du président Chirac. Là, je le répète, un discours churchillien, doloriste, les Français doivent faire des efforts. Il était en continuité parfaite avec sa phrase de 2016, je suis à la tête d'un État en situation de faillite. Est-ce qu'il est toujours en situation d'incarner ce type de discours? Il pourra le faire, bien sûr, mais il a vraiment beaucoup d'obstacles à passer, surtout que ces affaires cessent et qu'il puisse reprendre sereinement, si je puis dire, sa campagne. Oui. Je voudrais apporter le chemin sera long. C'est un chemin de croix, mais il sera long. Frédéric a tout à fait raison, mais je voudrais apporter une toute petite nuance, ou un élément supplémentaire. C'est vrai que ce qui est en cause là, effectivement, c'est au fond l'ADN politique de François Fillon, l'image d'intégrité qu'il opposait à l'image d'un Nicolas Sarkozy, lui, là encore cerné par les affaires. Et ce n'était pas l'enjeu pour Jacques Chirac, dont on savait déjà qu'il avait pris quelques libertés, avec cette culture de caste, en fait, dont je parlais tout à l'heure, et qui est, au fond, à l'origine de tous leurs problèmes. Mais il y a un autre aspect, quand même, c'est que ça se passait il y a plus de 15 ans. Et que depuis, l'opinion publique, me semble-t-il, a évolué. Et que l'exigence éthique des Français évolue, naturellement d'ailleurs, pour nous ramener au niveau des anglo-saxons ou des scandinaves. Un niveau qu'on peut juger normal, j'allais dire. Tout à fait normal. S'il y a une échelle de normalité dans ce domaine. Exactement, s'il y a une échelle. Et il me semble qu'à cet égard, l'affaire Cahuzac a rompu une sorte de pacte de confiance. Ça a été quand même quelque chose avec d'abord, le fond de l'affaire, un ministre du budget qui fraude, etc. Et puis le déni de réalité devant la représentation nationale, devant les Français. Je crois qu'il y a eu un coup d'accélérateur, quelque chose qui a boosté, comme on dit, justement cette exigence éthique, et qui fait que les Français ne tolèrent plus ce genre de... On va élargir dans quelques instants notre débat aux différents scandales qui ont touché les candidats à la présidentielle. Allez-y. Je suis d'accord avec vous, bien sûr, une envie d'éthique, une envie de transparence. Voilà, c'est pas que en France, c'est dans le monde entier. Mais il y a quelque chose, d'abord, ce sentiment de trahison et de déception, vous voyez bien dans les mots. Mais l'autre chose, c'est que c'est simple comme affaire. Oui. Et c'est pas c'est pas des affaires géopolitiques, c'est pas voilà, c'est extrêmement simple. N'importe qui peut comprendre. C'est une histoire de j'ai donné de l'argent à bon titre ou à mauvais titre à mes enfants et à ma femme. C'est simple. Attendez, une question à Véronique Ressoul sur les réseaux sociaux. On va en parler. Du coup, sur les réseaux sociaux, c'est simple à décrypter. Le hashtag qu'on a vu fleurir justement sur les réseaux sociaux, c'était Stop à la chasse à l'homme. Ah, oui. Est-ce qu'il y a eu ce hashtag-là qui vient dénoncer peut-être, pour ceux qui l'ont initié, une sorte d'acharnement médiatique? En fait, on sent qu'il n'y a pas forcément d'éléments de langage. On rentrait sur ces sujets de communication et que les soutiens cherchent absolument à trouver des arguments. Donc, on a eu la reprise de la tribune qui était pas mal prise, la cabale médiatique qui est un argument. On avait le complot aussi qui était repris. Et le fameux stop chasse à l'homme, en fait, c'est une tentative, mais quand on regardait, c'était plutôt des bots qui étaient derrière. Donc, c'est-à-dire les bots, ce sont des faux comptes et des comptes qui ont été
créé pour ça, pour augmenter le nombre de tweets. Donc voilà, tout le monde essaye de bouger. Je ne sais pas qui a créé ces éléments et dans le fond, peu importe parce que ça n'a pas tellement pris, mais on voit bien qu'il n'y a pas un élément, quelque chose qui permet aux uns et aux autres de s'accrocher. Alors, on va s'intéresser à présent plus largement, je vous propose vraiment à l'évolution de l'opinion face aux différents scandales. On a parlé de quelques scandales, il y en a eu d'autres quand on remonte, même c'est notre histoire politique contemporaine. L'expression de boule puante qu'a employé François Fillon, elle vient de l'affaire Ben Barka, du temps de la campagne du général de Gaulle en 65. Et l'affaire Ben Barka est arrivée juste avant cette campagne. Elle mettait en relief les liens assez ambigus des services secrets français, couvert par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Roger Frey. Bon. Et De Gaulle avait employé cette expression. Et alors, est-ce que c'est un hasard si elle est revenue dans la bouche de François Fillon et de ses partisans? Il a souvent cité De Gaulle pendant sa campagne. Voilà. C'est ce que Donc ça renvoyait à cet exemple illustre. Alors on va s'arrêter sur ces candidats à la présidentielle qui se sont retrouvés dans le viseur de la justice ces dernières années. On en parle juste après. On regarde d'abord le reportage de Stéphane Amalian. Le Penelope Gate est la dernière d'une longue liste d'affaires gênantes, voire dévastatrices pour un candidat en campagne. En 1981, Valéry Giscard d'Estaing doit faire face à l'affaire des diamants de Bokassa, des pierres précieuses d'une valeur d'1 million de francs, un cadeau du dictateur centrafricain Jean Bédel Bokassa. L'affaire est révélée par le Canard enchaîné. Le président sortant s'inclinera face à François Mitterrand. En 1995, c'est Édouard Balladur qui voit ses espoirs présidentiels s'envoler suite à l'affaire Schuller-Maréchal. Le Premier ministre est accusé d'avoir organisé des écoutes frauduleuses avec en toile de fond une enquête sur le financement occulte du RPR. Édouard Balladur s'incline dès le premier tour derrière son rival Jacques Chirac et Lionel Jospin. Plus récemment, Dominique Strauss-Kahn a dû renoncer à la présidentielle avant même d'avoir annoncé ses intentions. On connaît l'histoire, accusé d'agression sexuelle par une femme de chambre du Sofitel de New York. Il ne participe pas à la primaire qui désignera François Hollande. Enfin, Nicolas Sarkozy, candidat à sa réélection en 2012, se heurte aux révélations de Mediapart qui évoquent le financement de sa première campagne présidentielle par le régime de Kadhafi. Son image s'assombrit, Nicolas Sarkozy sera battu par François Hollande. Bon, voilà pour cette série d'affaires. Jean Garrigue, vous avez écrit sur certaines d'entre elles, mais y a-t-il déjà eu une affaire qui est éclatée avec un délai aussi proche de la présidentielle? Non, honnêtement, en général, les grandes affaires... Alors, il y a eu on va dire des micro-affaires en 2007 ou en 2012, dans la campagne 2007, face à à propos de l'achat par Nicolas Sarkozy de sa maison de Neuilly. Mais vous voyez, ça n'a pas eu un très gros impact sur la campagne. Ou en 2012 aussi, où on a reparlé... Non, c'était aussi en 2007 où on avait parlé de l'impôt sur la fortune du couple Hollande. Et de la sous-estimation de Mougin, etc. Mais disons que ça n'avait pas imprimé véritablement les campagnes. Alors, il y a eu des campagnes qui ont, enfin, plutôt des affaires qui ont, me semble-t-il, imprimé un petit peu sur des campagnes. Sans doute la fameuse affaire des diamants du dictateur centrafricain Jean Bédel Bokassa, qui l'aurait offert à Valéry Giscard d'Estaing. Mais c'est une affaire qui était née 1 an et demi avant l'élection. Et quelques semaines avant l'élection, Giscard d'Estaing était encore favori dans les sondages. Ce qu'on peut dire, c'est que cette affaire, elle a été utilisée pendant la campagne, essentiellement, me semble-t-il, par les militants chiraciens, qui notamment, comme on le sait, collaient sur les affiches de Giscard d'Estaing, sur les yeux, des petits diamants. Et on voyait la queue de comète de l'affaire imprimer un petit peu la campagne. Mais pour le reste, si on prend l'exemple des affaires qui ont touché, qui étaient sans doute envoyées par l'entourage de Valéry Giscard d'Estaing à l'encontre de Jacques Chaban-Delmas pour la campagne de 1974, ce sont des affaires qui ont éclaté 2 ans avant l'élection. La feuille d'impôt, ses liens avec Édouard Degas, etc. Vous me dites, inspire une question, je ne sais pas qui peut y répondre, Isabelle Vera-Masson, est-ce que vous dites à chaque fois... J'ai encore un exemple. Aussi. Oui. Hélas, il y en a pas mal. Il y a quand même l'exemple. Pendant la campagne. Alors là, on est plus près de la campagne, même si c'était une campagne impromptue et imprévue, qui a suivi le référendum d'avril 69, l'affaire Markovic, qui touche Georges Pompidou, avec le montage photographique de sa femme, soi-disant, dans des parties. Mais vous avez dit
dit Isabelle Verramasson, il y en a pas mal en France. Imaginons si ce scandale sur les affaires présumées d'emploi fictif des Fillon avait éclaté dans un autre pays, exemple, un autre pays européen ou les pays scandinaves. Beaucoup de gens ont posé cette question, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'aurait pas déjà démissionné, le candidat? Est-ce qu'il n'y a pas chez nous une acceptation plus importante, parce que d'abord c'est la présomption d'innocence face à ces scandales? Alors, ce qui est frappant, c'est, mais tout de suite, la première semaine, mais je crois le lendemain de la révélation par Canard enchaîné, il y avait un article dans The Guardian, dans New York Times, dans lequel la question était réglée. Ouais. C'est-à-dire que le Premier ministre avait employé sa femme, avait payé sa femme pour qu'elle ne travaille pas. Donc, il n'avait pas attendu, comme nous sommes en train d'attendre impatiemment les résultats de l'enquête, et les choses étaient réglées. Et bien sûr, on s'est moqué sur le fait que les Français étaient assez tolérants à l'égard de ce genre de choses. Et effectivement, on vient de le dire, la plupart des affaires dont nous avons parlé n'ont pas empêché tous ces hommes politiques d'être élus. Donc, c'est pas tout à fait faux. En revanche, c'est facile de dire que nous n'aurions pas fait ça quand on est anglais ou américain. Enfin, les Américains ont quand même élu Donald Trump. Maintenant, j'ai envie de dire... Oui. Camembert. Oui. A contrario, ils ont fait disparaître. Mais la justice n'a pas été saisie pour Donald Trump. Pour une affaire extrêmement c'est important, la justice n'a pas été saisie pour Donald Trump. Non. Pas son avocate, mais je le précise. Ça lui, il appréciera. Il y a aussi... Il n'a pas besoin, oui. Non, c'est vrai aussi qu'il y a des défaites, en fait, présidentielles qui ne s'expliquent pas par les affaires. Si on prend 1980, il y a l'affaire des diamants. Il y a dans les 3 dernières semaines de campagne l'affaire Papon, qui est révélée par le Canard enchaîné, mais qui ne touche pas directement Giscard d'Estaing, mais un de ses ministres. Mais quand on regarde les raisons de la défaite de Valéry Giscard d'Estaing, c'est clairement des raisons économiques et sociales. L'inflation à 2 chiffres, la promesse de François Mitterrand de créer 1 million d'emplois. On se souvient aussi de la période 92-93, 2 défaites très fortes de la gauche, 92 au régional, 93 la claque terrible, la déroute des élections législatives. Il y avait un climat d'affaires autour du PS énorme. Urbain Graco, les investigations du juge Jean-Pierre. Et dans les sondages sortis des urnes de l'IFOP, les motivations du vote contre la gauche, ce n'était pas les affaires, c'était l'absence de résultats en matière économique et sociale. La plupart du temps, je dirais que les affaires ne sont jamais déterminantes dans les choix électoraux, mais elles peuvent empoisonner une campagne comme on le voit. Au bémol que là, nous parlons d'une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Voilà. Alors, vous avez anticipé la question. Je voulais parler non, mais pas avec la même force. Mais vous allez nous en parler, Véronique. Sur les réseaux sociaux, pour parler de la télévision juste un petit peu avant. Il faut se rappeler que lorsqu'il y a eu l'affaire des diamants, des personnages aussi importants actuellement pour nous comme que Claude Sérillon ont été licenciés par Jean-Pierre Alcabage parce qu'il avait osé évoquer dans une revue de presse l'affaire des diamants. Nous sommes aussi à une autre époque où ce débat que nous avons actuellement sur Fillon ne pouvait même pas être imaginé. Donc, je vous laisse la parole maintenant pour parler des réseaux sociaux. La télévision, a beaucoup changé. Et d'ailleurs, je vous dirais que le réflexe qu'il y a eu là, c'était que François Fillon a été parlé à la télévision en se disant, voilà, c'est comme ça que les choses se résolvent habituellement. Sauf qu'en fait, la même audience. Oui, sauf qu'en fait, en réalité, il est fort probable que s'il avait été ce soir-là plutôt sur Facebook, s'expliquer auprès de ses sympathisants, s'il avait essayé d'expliquer à chacun combien il comprenait, combien ces révélations étaient compliquées à vivre, faire preuve d'un peu d'empathie auprès de son premier cercle, ça les aurait renforcés. Il aurait pu faire un Facebook Live, c'est beaucoup plus facile à gérer qu'un journaliste. Des outils beaucoup plus modernes, ça l'empêchait pas après d'aller faire... Véronique Reilsoult, si nous écoute, il va vous appeler. Non, mais c'est juste que quand on parle d'un changement, au début... Mais on a l'impression quand même que la déflagration politique est tellement importante et les dégâts dans nos mais c'est plus ce changement qui fait que... On n'a pas les réflexes. Les scandales à l'heure des réseaux sociaux. On ne va pas se transporter dans le passé pour voir qu'auraient pu donner ces affaires à l'heure des réseaux sociaux. Mais il y a une accélération, un emballement qui n'est pas celui seulement des médias, des journalistes, qui est celui des citoyens eux-mêmes sur les réseaux sociaux. D'abord, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent faire du fact-checking, ils vérifient les différents éléments. Enfin voilà, toutes les informations sont à portée de tous, pas toujours compréhensibles, mais à portée de tous. Et puis après, comme les choses vont vite,
En fait, on attend tous le moment où on bascule dans le sourire ou le rire. Et là, on voit bien que depuis une semaine, la semaine dernière, c'était une pétition très sérieuse qui demandait au couple Fillon de rembourser, qui a été à peu près à 375 000 signatures. Et puis là, cette semaine, on rigole. Donc, on commence à recevoir des invitations Facebook qui vous invitent au pot de départ de François Fillon le 10 février. On commence à avoir des jeux sur Twitter, invente ton emploi fictif qui a beaucoup de succès, une émission pour Fillon. Enfin, on sent bien. Et à partir du moment où on commence à en rire, et on ça, voit potentiellement, bien quand même, l'affaire est réglée. C'est ravageur, Jean Garry. Ça a le même effet que les imitations de Thierry Leluron, justement, sur Bonsoir Mesdames, Bonsoir Messieurs, à l'époque de Giscard ou d'autres ensuite. Avec quel talent, hein. Il y a du talent. Et la télévision était d'ailleurs un instrument qu'on n'arrivait certainement pas à manier ceux qui étaient dans le feu des affaires, parce que ça soit Jacques Chaban-Delmas années 71-72, Giscard face à l'affaire des diamants, se sont extrêmement mal défendus. À la limite, on pourrait dire que Jacques Chirac, avec le abracadabrantesque, finalement, c'est lui qui a le mieux perçu l'impact que pouvait avoir justement une riposte. C'était une manière de marquer sur des mots et qui permettait de déplacer la cible. C'est ce qui a un peu manqué à François Fillon. Et puis, l'affaire Méry a surtout une victime collatérale. On est passé de Chirac à Dominique Strauss-Kahn. C'était absolument inespéré pour Chirac. Isabelle Verramasson, une question aussi sur les médias. Les Français estiment sûrement que les médias ont un rôle pour les médias, je parle même des journaux, surtout de presse écrite, pour révéler les affaires, qu'ils participent même à l'exigence démocratique. Mais certains pensent aussi que c'est un tribunal médiatique, pour reprendre les mots de François Fillon. Quel peut être le sentiment aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une limite à partir de laquelle on peut basculer dans l'acharnement? Parce que c'est quotidien, les révélations sont quotidiennes. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Est-ce qu'il peut y avoir ce moment-là de bascule dans ce feuilleton qui va faire que ça peut profiter, on ne sait jamais, aux candidats encore en place? Une des fonctions de la presse, elle est ancienne, c'est le rôle de watchdog, c'est le fait d'être celui qui surveille d'une certaine manière la démocratie, qui annonce des mauvaises nouvelles, qui attaque ceux que vous aimez, et peut-être parce qu'ils sont coupables, ils peuvent se tromper, et donc ils ont le mauvais rôle. Il y a un article ce soir aux premières pages du Monde qui explique à quel point c'est une des raisons pour lesquelles les journalistes partagent avec les hommes politiques une des plus mauvaises images qui soit. Maintenant, le tribunal médiatique existe d'une certaine manière, puisque qu'est-ce que font les médias? Ils donnent les pièces. Et ils donnent les pièces à l'opinion publique. Alors en réalité, c'est faux de dire que le tribunal n'est pas médiatique. Il existe un tribunal avec les médias, mais d'une certaine manière, c'est l'opinion publique qui va être le juge et quand même la justice. Donc c'est le métier des journalistes, c'est le métier des médias d'être cet élément démocratique, à mon avis, essentiel. Ils savent que ça va leur coûter, et les hommes politiques aussi le savent. Ils savent qu'une des manières de se défendre, c'est d'attaquer ceux qui les dénoncent, et qu'en général, c'est assez bien rétribué. Et donc, on voit bien, systématiquement, les hommes politiques ont cette double action. Ils dénoncent un complot dont on ne sait pas très bien d'où il vient, et ils attaquent les journalistes. Ceux-là, on les connaît. Même s'ils évoquent des pistes maintenant. Voilà, ça leur appartient. Mais les deux premières techniques sont toujours les mêmes. Mais imaginons un monde dans lequel les médias ne seraient pas là pour donner ce genre de choses. Non, ça s'appelle une dictature. Je crois. On va vous laisser conclure sur ce sujet. Oui, alors, non, mais il est frappant de constater à quel point cette affaire indique une déconnexion que, personnellement, je croyais un peu disparue entre cette catégorie, je ne veux pas dire cette caste politique, qui vit dans un monde privilégié et qui considère la chose publique comme un privilège, pour des tas de raisons, parce que c'est aussi le fruit de sacrifices personnels et familiaux, justement. Et vous avez l'air de dire qu'il ne s'en aperçoit pas. Et c'est peut-être ça une circonstance aggravante. Mais c'est un peu, je pense, c'est fondamentalement le cœur de cette affaire, parce que il semble... On peut en conclure que François Fillon ne réalisait pas à quel point l'utilisation de ces indemnités de collaboration parlementaire pour une épouse qui lui rendait quelques services, incontestablement, était contraire à l'éthique
à l'éthique de ce doit être l'utilisation des fonds publics par un homme politique. Frédéric Dabi, même chose, conclusion. Là, vraiment, pour les prochaines heures, les prochains jours, ça va être déterminant. La droite, le centre même, va avoir le regard rivé sur vos sondages, les sondages réalisés. Oui, surtout que le nôtre est maintenant quotidien, donc ça peut créer aussi un film et un feuilleton, un toboggan ou un rebond pour François Fillon. Les prochains jours sont absolument fondamentaux. On est à peine 2 mois et demi du premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous êtes déjà en train de tester dans vos enquêtes les éventuels plans B? Non, pas de demande pour l'instant. Pas de demande, c'est important de savoir. Véronique Reilsoul. Moi, ce que j'ai surtout constaté, comme vous le disiez, c'est ce décalage. Et ce qui est surtout triste dans cette histoire, c'est que ça jette un peu plus l'opprobre sur la classe politique, que ce fameux tous pourris ressort de plus en plus. Donc que les il faut toujours rappeler que la grande majorité des élus sont des gens intègres. Mais c'est bien ça qui est triste, c'est qu'ils sont presque tous intègres, qui se donnent beaucoup de mal, qui sont sur le terrain. D'ailleurs, c'est un oui, métier les difficile. parlementaires vraiment de bas sur le terrain. C'est vraiment difficile. Et en fait, Tous pourris est une petite musique qui s'inscrit depuis un moment, et ce genre d'histoire ne fait que rajouter. Mais il y a aussi, et vous le disiez d'une certaine manière, François Fillon est aussi un homme du XXe siècle. C'est-à-dire une époque où c'était pas être pourri que de considérer qu'ils étaient mal payés, que prendre un peu sur la cagnotte commune, comme une secrétaire piquerait une gomme en fin de journée pour ses enfants, c'était un peu la même chose. De la même manière qu'ils pensaient ne jamais être pris parce que tous ces ancêtres, enfin ses prédécesseurs n'avaient pas été pris. Les temps ont changé. Les temps ont changé, il faudrait qu'ils le sachent. Tant mieux d'abord pour la démocratie. Je le crois. Merci beaucoup pour ce débat et cette analyse. La suite de votre émission. On va un petit peu élargir notre thème. Réflexion à présent sur le temps de la justice par rapport au temps politique. La droite et le centre sous très forte pression en attendant la décision du parquet national financier. Sur ce sujet, le match des idées va opposer dans quelques instants l'ancien magistrat Philippe Bilger à Marc-Olivier Padis, directeur des études du think tank Terra Nova. À tout de suite. C'est passionnant. Demain, dans Territoire d'Info, votre matinale d'information tournée vers les territoires, Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, est l'invité de Cyril Viguier. Territoire d'Info, demain à 7h30, en direct sur Public Sénat et Sud Radio. La collègue qui lui demande t'étais où elle lui répond j'étais dans le bureau du directeur, et là une voix de gros lourdeau lui dit non, t'étais pas dans le bureau, t'étais sous le bureau. On est en réunion, donc que du personnel encadrant, et puis on est la dernière à fermer la porte. T'as pensé au café? Donc c'est marrant, c'est souriant, mais donc voilà, c'est tellement plus facile de le dire à une femme. Au sommet de nos entreprises, les costumes cravates sont plus à la mode que les jupes. Les femmes représentent près de la moitié de la population active, mais plus on monte dans la hiérarchie, moins elles sont présentes. Cette difficulté à accéder aux postes à haute responsabilité porte même un nom, le plafond de verre. Et il pèse lourd sur la tête des femmes. Et les barrières que je pouvais me mettre étaient sur ma confiance en moi et puis sur la culpabilité aussi d'être maman et de réussir à jongler sur les deux tableaux. L'entreprise et les femmes, samedi à 22h sur Public Sénat. Élection présidentielle 2017, grand dimanche politique. Suivez l'intégralité des discours de Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Un événement en direct sur les chaînes parlementaires, dimanche à partir de midi. Joignez à l'instant, nous sommes en direct, bien sûr, c'est votre émission. On va plus loin pour débattre à présent de cette question qui plane sur la candidature de François Fillon, le temps de la justice face à la réalité politique. Tandis que le candidat demande un délai en attendant la décision du procureur, son camp a les yeux rivés sur les sondages et les dégâts politiques. On va en parler avec nos invités ce soir. Philippe Bilger, bonsoir. Bonsoir. Ancien magistrat, président de l'Institut de la Parole, auteur de nombreux ouvrages. Face à vous et avec nous, Marc-Olivier Padis, bonsoir. Bonsoir. Directeur des études du think tank Terra Nova. Messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose justement de nous arrêter, de revenir sur cette dualité entre le temps de la justice et le temps politique dans ce feuilleton. On voit tout cela avec Géraldine Bavoilo. Peut-être dans... Ah, voilà. Deux courses lancées en parallèle. Celle de François Fillon d'abord. Le candidat mène campagne. Aujourd'hui dans les Ardennes, visite d'une crèche, meeting musclé à Charleville-Mézières. L'ancien Premier ministre mène son cap
loin d'une autre course judiciaire celle-là. Toute la journée à Paris, l'enquête sur les emplois fictifs présumés s'est poursuivie. Audition de sa secrétaire particulière et élargissement des investigations autour des 2 enfants de François Fillon. 2 courses parallèles au rythme inégal. Nul ne sait quand la justice, qui poursuit son travail, rendra ses conclusions. En attendant, François Fillon demande, comme ce soir, à ses supporters de l'aider à résister. Le candidat de la droite à la présidentielle a prévenu, s'il est mis en examen, il jettera l'éponge. Voilà, on va parler du temps de la justice et du temps politique, mais tout d'abord, Philippe Bilger, quel est votre regard général, votre analyse sur la manière dont est menée cette enquête? Les auditions s'enchaînent. On a appris aujourd'hui que l'enquête a été étendue aux enfants du couple Fillon. Sur la rapidité de l'enquête, est-ce que vous jugez que c'est un timing accéléré, condensé? Alors, à l'origine, j'avais trouvé très surprenante cette précipitation du parquet national financier, mais ensuite, j'ai pu vérifier que le parquet avait déjà été très diligent dans d'autres affaires, donc on ne saurait l'accuser de partialité. Pour le reste, mon Dieu, j'ai l'impression que l'enquête est effectuée de manière très efficace et rapide. Je ne sais pas du tout les résultats qui seront les siens, et là, évidemment, lorsqu'elle sera terminée, dans quel délai, je ne saurais le dire, eh bien, le parquet national financier aura une décision à prendre, soit de classement sans suite, soit éventuellement de citation directe de François Fillon s'il y a des infractions très claires, soit d'ouverture d'une information. Ce qui est très compliqué, semble-t-il, et là je pose la question à l'ancien magistrat dans ce genre d'affaires, c'est vraiment de prouver, d'avoir des éléments fiables sur le caractère fictif d'un emploi. En même temps, j'ai cru comprendre que François Fillon avait remis des documents qui établissaient, selon lui, le caractère réel des emplois de son épouse. Et je dirais que le côté légal ou non, à l'heure actuelle, il est pris en charge par le parquet national financier et l'office très compétent qui gère cette enquête. Après, il y a l'aspect politique que vous évoquiez tout à l'heure. Et le troisième aspect qui, moi, m'apparaît le plus dangereux, parce que c'est celui qui étonne, trouble et peut-être indigne les citoyens, c'est le montant faramineux des émoluments, même si peut-être ils sont permis dans cet univers. Ben justement, sur ce montant, Marc-Olivier Padis, ce soir, toujours en campagne, François Fillon qui tente de relancer sa campagne, eh bien, j'allais dire qu'il dit que c'est légal. En fait, il ne revient pas sur les montants. Qu'est-ce que vous pensez de sa défense depuis la déflagration, depuis les révélations? Donc je peux effectivement commenter la défense qu'il mène. Je trouve ça... ce qui m'a choqué dans ses déclarations récentes, c'est sa stratégie d'essayer de politiser le sujet en disant que c'est un coup d'État institutionnel. La formule m'a semblé particulièrement exagérée, parce que dans le fond, enfin vous me contredirez le cas échéant, mais la justice fait son office. Elle instruit un dossier et donc on ne voit pas... Je crois qu'il parlait en amont. Qui a donné tout cela? Je pense qu'il ne visait pas particulièrement la justice, mais peut-être les officines, hein, c'est ce qu'il a dit en tous les cas. Oui, mais alors dans ce cas-là, pourquoi incriminer la gauche plutôt que la droite? D'autant plus que... Je pense que ça vient plutôt de son camp. Voilà, ça c'est vraiment j'allais dire le seul élément sur lequel on ne peut pas se prononcer parce qu'il faut vraiment avoir des preuves précises. Mais c'est vrai que les deux pistes sont évoquées, soit de la gauche, soit vous le dites vous-même, de son propre camp. Marc-Olivier Padis, peut-être sur l'élément vraiment politique de la défense. Avec le sondeur Frédéric Dabi il y a quelques instants, il parlait des dégâts politiques, de la déflagration. Vous dites aussi que sur... j'allais dire l'ensemble des Français, mais plus particulièrement sur les classes qui souffrent, qui jugent déjà que notre système est inégalitaire, les dégâts sont très importants? Ça, je pense qu'ils seront assez forts. On le sent déjà dans les réactions de l'opinion et dans l'intérêt que suscite cette affaire. Il est vrai aussi qu'il avait mené sa campagne des primaires, particulièrement sur le thème de l'intégrité et de la probité. Il a cette image. Et puis, on a des comparatifs. C'est-à-dire, quand on voit... moi, je suis comme beaucoup de Français, je découvre ce sujet. Je ne connais pas bien le fonctionnement des attachés parlementaires, les niveaux de rémunération, les conditions de travail. Mais quand on voit que le Parlement européen, par exemple, a une disposition qui interdit
d'employer quelqu'un de sa famille, c'est qu'il y a probablement des raisons. Le Parlement européen a dû s'aligner sur les meilleures pratiques européennes ou juger que c'était que ça pouvait créer une impression de confusion des genres qui est dommageable pour la confiance générale des citoyens. Et donc il vaut mieux éviter ce... Donc, en soi, il a raison de dire que ce n'est pas illégal si elle a bien travaillé. Là, évidemment, tout est là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments de contexte qui font qu'il est dans une situation difficile. Alors, vous dites si elle a bien travaillé. On va justement écouter Philippe Bilger. C'était tout à l'heure à notre antenne sur Public Sénat, au micro de Delphine Gérard. On va écouter les propos de l'avocat des Fillon. Il s'agit de Maître Lévy. Il y a un état de fait qui est une procédure en cours et c'est la seule chose dont je m'occupe. Aujourd'hui, mon seul objectif et ma seule mission que m'a confié mon client, c'est de faire en sorte que la justice puisse faire son chemin et qu'on obtienne, in fine, un classement sans suite, car il n'y a pas d'infraction pénale. Tout a été fait dans les règles, rien n'a été fait de manière illégale. Les investigations vont très vite. Vous avez eu des assurances de la part du parquet ? Aucune assurance, mais les interrogatoires se mènent tambour battant. Il y en a plusieurs qui ont cours en ce moment, dans les prochains jours, donc on le souhaite pour que le classement sans suite intervienne très rapidement. Alors, oui, allez-y, je vous en prie. Non, tout à l'heure, l'un de vos invités disait que le citoyen était beaucoup plus exigeant en matière de morale publique. Je crois qu'il faut nuancer tout de même, parce qu'on a connu des gens qui n'étaient plus irréprochables, qui ont été élu triomphalement. Là, ce qui peut poser un problème pour François Fillon, et pardon, c'est une banalité, c'est le socle sur lequel il a construit sa victoire, et ce qui apparaît aujourd'hui un petit peu comme une contradiction. En gros, même par solidarité familiale, à tort ou à raison, il peut être perçu comme un homme d'argent. Et cela, c'est un peu contradictoire avec enfin cette bonne surprise qu'on avait d'un responsable politique qui mettait au premier plan, l'exigence d'intégrité. Au-delà de lui, juste sur cette dualité vraiment que l'on voit éclater ici dans cette affaire entre le temps de la justice, il est rapide, et puis le temps de la politique. On voit que dans le camp de la droite, dans la famille de la droite et du centre, il y a une véritable panique et un désarroi parce qu'ils ont le retour du terrain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre, c'est le délai qui a été fixé par François Fillon, 15 jours. On voit que ça semble une éternité aujourd'hui pour le temps de la politique. Pourtant, il faudra bien attendre un petit peu parce que je crois que la cause de François Fillon aujourd'hui, elle est dramatique. Mais elle n'est pas désespérée, contrairement à ce que j'entends ici ou là. Imaginons que la procédure soit classée sans suite par le parquet national financier. À partir de là, il pourrait reprendre la main et pour ma part, je considère que sa stratégie de communication a été aberrante. Depuis le début, je crois qu'il pourrait dire « Je comprends que le Français soit indigné par le montant des émoluments, mais c'était légal jusqu'à aujourd'hui, mais je changerai, je comprends cette indécence. » Ce serait une manière de s'en tirer paradoxalement, peut-être par le haut, à coup de sincérité, mais ça n'est peut-être pas l'habitude des hommes politiques. Marc-Olivier Padis, justement, il y a le temps de la justice, il y a peut-être, dit-on, une décision du procureur du parquet financier la semaine prochaine, peut-être, à voir. Vous n'avez pas d'informations Aucune. Peut-être sur ce sujet. Marc-Olivier Padis, on voit bien que les militants, l'électorat de droite, c'est ce que nous disait Frédéric Dabi, pour le moment, il y a quand même une forme d'attentisme par rapport à ce qui va se passer. Oui, il y a une érosion, oui, il y a un effritement de son socle, mais il n'y a pas d'hémorragie. Comment vous pouvez expliquer une forme de bloc pour le moment autour du candidat? Il ne dévisse pas, il chute, mais il ne dévisse pas totalement. Ce qui va être déterminant, c'est l'attitude des futurs candidats aux élections législatives. C'est tous les élus de la droite qui comptent sur l'élection présidentielle pour donner un élan à leur candidature et les impressions qu'ils ont quand ils se rendent dans leur circonscription pendant le week-end. Et là, les premiers retours, apparemment, n'étaient pas bons. Et donc, ce sont eux qui vont faire pression pour un éventuel changement de candidat. Et donc, je pense que c'est très difficile pour François Fillon de maintenir le bloc autour de lui, d'autant plus qu'il y a des rivaux qui intriguent en coulisses
police pour revenir au devant de la scène. Il y a aussi un élément qui est important pour cette question de la temporalité, c'est que dans la révélation des affaires, aujourd'hui, la pratique journalistique est de procéder par feuilleton. C'est de feuilletonner l'affaire. Donc le Canard enchaîné, on voit bien, ils n'ont pas sorti directement tout ce qu'ils avaient à dire la première semaine. Et c'est vrai que le fait de passer en deuxième semaine, ça alourdit le dossier. Et la question, c'est qu'est-ce qui va se passer en troisième semaine? Est-ce qu'ils vont juste répéter les choses pour alimenter, ou est-ce qu'ils ont encore des choses nouvelles à dire? Là, c'est... Ça, c'est intéressant, cette pratique, oui, feuilletonnée. Comment fait la justice dans ce cas-là, Philippe Bilger? Est-ce que par rapport aux révélations des journaux, ou par exemple par rapport à l'extrait qui a été diffusé tout à l'heure sur France 2 dans Envoyé spécial, est-ce que les enquêteurs peuvent se saisir de cet original? Est-ce qu'il y a des pièces qui sont rapportées à l'enquête? Alors, il y a toutes les affaires qui entourent l'affaire principale jusqu'à nouvel ordre. Elles n'ont pas fait l'objet de la moindre enquête parce que, aussi choquantes qu'elles puissent apparaître à certains, elles ne sont pas illégales. Et pour la déclaration de Madame Fillon en 2007, la police, dans le cadre de son enquête, a tout à fait le droit de la saisir, de l'appréhender, de la joindre à la procédure, parce que c'est un élément qui n'est pas indifférent. Vous avez beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, Philippe Bilger. Je vous pose encore une fois cette question. Vous êtes notre spécialiste ici sur ces questions-là. Sur le parquet national financier, comment fonctionne-t-il? Qui est cette procureure? Par qui a-t-elle été nommée? Alors, à ma connaissance, je n'ai jamais été un spécialiste de ce domaine-là. Je crois qu'elle a été nommée par François Hollande. C'est un magistrat qui est à la tête de cette structure considérable, qui agit d'abord à partir de compétences qui lui sont directement reliées, mais là, je crois qu'elle a décidé rapidement d'ordonner une enquête, et lorsqu'il y a un arbitrage à faire entre le parquet du procureur de Paris et elle, eh bien, c'est le procureur général de Paris qui décide. Mais là, elle est dans le cadre d'une enquête, elle a ordonné à l'office d'enquêter, je ne peux rien dire de plus, et je ne saurais en aucun cas suspecter cette enquête d'être malveillante ou bienveillante. Ce n'était pas la question. Voilà. Vous avez apporté des informations de fond, j'allais dire, et pendant ce temps-là, on le dit de nouveau, Marc-Olivier Padis, François Fillon tente de relancer sa campagne. On voit bien qu'il y a une vraie bataille entre ceux qui pensent que la légitimité de la primaire, eh bien, elle est déjà reléguée au second plan par ces révélations. On a entendu, c'était hier, le député LR Georges Fenech qui a dit la primaire, elle est caduque. Et ceux qui pensent qu'il y a 4,5 millions de Français qui se sont déplacés et qu'on ne peut pas leur voler le choix, même si c'est peut-être le pire des candidats qui va rester. Qu'est-ce que vous pensez de cette dualité-là? Encore une. Oui, il n'y a pas aujourd'hui de scénario prévu dans ce cas de figure, est complètement inédit. Donc c'est vrai que là, la campagne de François Fillon pouvait s'appuyer sur le succès des primaires, mais les primaires, là, je ne pense pas que ce soit possible d'en refaire. Je ne sais plus quel député disait seule une élection peut défaire ce qu'une élection a fait, mais bon, ils n'ont pas matériellement le temps d'organiser une nouvelle primaire. Est-ce que ça veut dire que mécaniquement ce serait le numéro 2 arrivé à la primaire, ou est-ce qu'il faut repasser par une procédure plutôt interne au parti? Là, tout est inventé et il y a beaucoup de choses trappes, beaucoup de risques pour le parti, parce que s'ils prennent des mauvaises décisions, ils le paieront pendant tout le reste de la campagne. J'ai été très surpris par la réaction de Georges Fenech hier. Parlons net. Il invoque l'éthique tout à coup à propos de François Fillon. Je ne l'ai jamais entendu de manière aussi sourcilleuse durant un quinquennat précédent. Et ensuite, tout de même, cette phrase, vous l'avez rappelé, elle est tout de même étrange. Il pourrait dire que François Fillon est en posture difficile, que un candidat comme lui, qui avait largement gagné, mon Dieu, pose peut-être des problèmes à son... Mais aller dire que le résultat de la primaire est caduque, ça n'est absolument pas le sujet. Est-ce que ça ne peut pas poser un problème plus profond, Philippe Bilger? Parce qu'on ne cesse de rappeler un peu comme un chiffon qu'on a dit, la présomption d'innocence. Ben là, on l'entend peu, comme si certains parlementaires avaient décidé de trancher, quelle que soit la décision de la justice, tout simplement parce qu'il en allait de leur avenir aussi, de l'avenir de la France, parce qu'ils voient passer sous leur nez une victoire qui était presque acquise, selon eux. Et donc,
on oublie la présomption d'innocence. Oui, mais parce qu'en l'occurrence, il y a une telle coagulation d'affaires que la présomption d'innocence peut ne s'attacher qu'au problème de l'enquête, et pour le reste, il y a cette impression d'indécence que j'évoque qui est difficilement, qui peut être difficilement battue en brèche. Marc-Olivier Padis, je posais une question, je ne vous demande pas, là nous ne sommes pas évidemment des juges, nous ne sommes pas des enquêteurs, mais dans cette affaire il y a un aspect politique, judiciaire, médiatique et affectif aussi, parce qu'il y a François Fillon, il y a un couple également, Pénélope Fillon. Certains ont découvert à travers les extraits diffusés ce soir par France 2 qui était, à l'espace de quelques secondes, cette femme qui n'a pas parlé. Est-ce que ça peut paraître troublant, choquant qu'une femme ne s'exprime pas elle-même en son nom dans les médias pour se défendre d'abord son honneur aussi qui est mis en cause, pas seulement celui de son mari? C'est vrai, on peut aussi s'interroger sur le fait que ces enfants se trouvent aussi impliqués dans cette histoire, puisqu'ils ont été aussi attachés parlementaires pendant un temps auprès de lui. Et donc c'est vrai que de voir toute la famille impliquée, c'est toujours assez délicat, ça produit une impression désagréable. Et c'est de la communication politique, enfin c'est un problème de communication, mais il y a aussi un problème politique, c'est-à-dire de la capacité de François Fillon à faire passer son message politique. Il a beaucoup mis en scène sa vie rangée, provinciale. Sa femme est plutôt dans le rôle qu'on lui a toujours connu, si on a suivi un peu les différents portraits qui ont été faits d'elle. Mais bon, ça, je ne pense pas que ça choque beaucoup, disons au moins les électeurs potentiels de François Fillon. C'est une image rassurante de la famille, mais cette image, elle peut être fragilisée aussi par tout ce qui arrive, parce que là, on voit quand même toute une famille qui est prise dans le shaker de l'affaire, et c'est quelque chose quand même de très violent. Alors, une question sur les réseaux sociaux pour vous, Philippe Bilger. C'est Abou Bengueda qui vous demande, la procureure du parquet financier, si elle dédouane François Fillon, on dira qu'elle est de droite, si elle l'accuse, qu'elle est de gauche. Mais c'est le beau risque de la justice, tout ce que j'espère. À moins de 80 jours de la présidentielle. Voilà, c'est qu'elle se sera décidée en liberté, en indépendance et en intelligence. Et j'ose présumer que ce sont trois qualités qui peuvent exister dans la tête d'un magistrat, surtout chef d'un service prestigieux, et dans une concertation générale. Encore une question pour la béotienne sur les questions de justice que je suis. Vous nous avez rappelé trois possibilités tout à l'heure, soit un classement sans suite, soit une situation directe, c'est bien cela. Voilà. Et la troisième, c'était l'ouverture d'une information. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, Philippe Bilger? C'est un temps très long avec un juge qui ça va peut être long, et surtout avec le risque évidemment de la mise en examen, parce que si on ouvre une information, c'est que l'enquête doit aboutir encore à d'autres investigations qui nécessiteront la nomination d'un juge d'instruction, avec le risque alors peut-être de la mise en examen de François Fillon qui entraînera, il l'a dit évidemment, son jet de l'éponge présidentielle. Marc-Olivier Padis, est-ce que, pour conclure, est-ce que vous avez déjà vu, je pose souvent cette question, vous avez l'expérience dans ces affaires-là, politiques, en tous les cas votre regard est puis plus distancié à travers le think tank Terra Nova, une affaire qui concentre autant d'aspects dans un timing aussi court, aussi serré. Quand même, nous sommes à 3 mois d'une présidentielle dont on dit qu'elle est très importante parce que notre pays est confronté à d'énormes défis aujourd'hui. Oui, et puis c'est un rebondissement de plus dans une campagne présidentielle qui semblait nous avoir réservé déjà beaucoup de surprises. Et donc, alors cela dit, sur le timing, pour nous, il nous semble que le temps reste court. Moi, je crois que nous sommes en fait simplement au début de cette campagne. Benoît Hamon, candidat socialiste, n'a été désigné dans le fond que le week-end dernier. Vous avez raison. On est juste au début de la campagne présidentielle. La plupart de nos concitoyens se décident vraiment dans la dernière semaine. Dans une élection, l'opinion reste flottante pendant très très longtemps. Donc je pense qu'il faut... Je pense qu'on a plus de temps qu'on ne le croit. La campagne vraiment est lancée, mais elle n'est pas achevée. Et donc on ne peut pas dire qu'on est vraiment dans les derniers jours. Hein. Tout se joue vraiment sur la fin, donc rien n'est fait. Moi, ce qui me surprend aussi, c'est que parallèlement, on a une affaire qui touche le Front National
national, aussi d'emploi de proches au Parlement européen, alors que c'est interdit, il y a une amende que Marine Le Pen ne veut pas payer. Je trouve que c'est au moins aussi choquant et que ça devrait occuper aussi de la place dans la discussion. Alors, ça n'occupe pas une place dans la discussion, je vais vous faire réagir là-dessus, et ça ne semble pas gêner outre mesure les électeurs, le socle très solide de Marine Le Pen. Au contraire, dans les derniers sondages, elle est renforcée. D'ailleurs, c'est la seule qui a un socle qui n'est pas très mouvant. Ça, comment vous l'expliquez? Est-ce que ces électeurs ont intériorisé le fait que ça pouvait être un complot quand il y a des affaires autour d'elle? Le tour de force de Marine Le Pen, je trouve, et du Front National, c'est à force d'attaques, d'être parvenu à instiller dans l'opinion publique que là, il y avait une machine de guerre contre eux. Et François Fillon, et j'attends avec impatience le moment où l'acharnement médiatique pourra peut-être, enfin, peut-être le faire apparaître comme une victime. Pour l'instant, c'est pas le cas. Victime, vous y croyez? Ah mais je veux dire, bon, tout ce qu'il a pu faire peut apparaître indécent, mais si encore une fois ça n'est pas passible de poursuite, voilà, c'est l'ancien magistrat qui considère parle. Le droit, que, d'abord le droit. oui, et je considère que à la longue, les médias, en faisant trop bien leur métier, peuvent peu à peu qualifier la personne qu'ils attaquent de victime. Je vous laisse conclure, Marc-Olivier Pazzi, sur ce sujet. Oui, bien sûr, ce serait une prise de judo, c'est-à-dire d'inverser l'énergie. Sacrée prise, alors. Une sacrée prise. Un retournement comme celui-ci. Si on est dans les métaphores sportives, là, il a l'air plutôt comme un boxeur groggy. Hein. Il l'est. Il l'est, ça se sent. Donc, mais c'est vrai que si ça aboutit à un non-lieu, alors en revanche, il sera complètement relancé. Nous verrons, un classement sans suite. En tous les cas, merci pour ce débat, ce match des idées, cette analyse. Restez avec nous dans quelques instants, puisque vous avez parlé de Marine Le Pen. On plongera dans l'enfer de Montretout, c'est l'antre des Le Pen. Mais d'abord, c'est le tour d'horizon de l'actualité du jour. Le rendez-vous était attendu entre le président de la République et l'ancien frondeur désormais candidat. Pas de passage de témoin pour Benoît Hamon, encore moins de soutien de la part de François Hollande. Il y a simplement la volonté de ma part d'échanger sur ce que seront les axes de ma campagne, et ils seront dans la continuité de ce que j'ai défendu. J'ai proposé un cap. Ce cap, je le maintiens. Je l'enrichirai évidemment des contributions de toutes celles et ceux qui s'impliquent aujourd'hui derrière moi. Et je n'ai jamais été fermé à ces discussions, mais le cap, il a été donné. Ce n'est pas parce que la primaire est terminée que les transitions que j'ai évoquées sur la question du travail, du numérique, de l'écologie, se sont, elles, interrompues avec la primaire. Justice. Le sénateur Serge Dassault a été condamné à 5 ans d'inéligibilité et 2 millions d'euros d'amende. Il est reproché à l'avionneur d'avoir caché au fisc français pendant 15 ans des millions à l'étranger. Le tribunal fait état d'une fraude d'ampleur et d'une claire intention de dissimuler des fonds familiaux. L'avocat de l'industriel âgé de 91 ans a immédiatement annoncé qu'il allait faire appel. Front National. Si elle est élue, Marine Le Pen promet un référendum pour inscrire la notion de priorité nationale dans la Constitution. Une notion qu'elle veut utiliser en matière d'emploi. La candidate du FN assure aussi qu'elle sera candidate à l'élection présidentielle, même si elle est mise en examen dans le cadre de l'enquête en cours sur l'emploi de ses assistants parlementaires au Parlement européen. Économie. D'ici 4 ans, entre 5 000 et 7 000 postes vont être supprimés à EDF. L'électricien n'arrive pas à assainir ses comptes, plombés par une dette grandissante. Une situation financière préoccupante due à la maintenance des centrales nucléaires et à la construction de 2 réacteurs à Hinkley-Point, en Grande-Bretagne. En avril 2016, le PDG Jean-Bernard Lévy s'était pourtant engagé à ne pas baisser les effectifs. En séance. 85 000 viols ont lieu chaque année en France, dont la moitié touche des jeunes femmes de moins de 18 ans. Un débat avait lieu aujourd'hui sur ce dossier au Sénat. De son côté, le gouvernement a lancé une réflexion sur les délais de prescription.
c'est un tabou de parler d'avoir été violée, agressée sexuellement, parce que on est dans la culture du viol. On considère qu'on est responsable parce qu'on était glamour, qu'on était avec une mini-jupe et qu'on ne s'est pas assez battu, etc. Au Sénat. C'est le meilleur sénateur de l'année. Didier Guillaume, président du groupe socialiste au Sénat, a reçu ce soir le prix du trombinoscope. Une récompense qui permet à l'élu de la Drôme de tourner la page de la campagne des primaires qu'il a menée pour son champion, Manuel Valls. Il faut regarder plus loin, toujours devant. On ne fait pas de la politique, on ne vit pas tous les jours en regardant dans le rétroviseur. On regarde devant, l'horizon, le cap, il faut tenir le cap. Et lorsque l'on tient le cap, tout va bien. C'est Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains à la Haute Assemblée, qui a reçu le prix de l'homme politique de l'année, un certain François Fillon. Voilà, un prix politique pour François Fillon déroutant, c'était le trombinoscope. Et voici à présent les unes de vos quotidiens. Le Figaro avec François Fillon qui continue donc sa campagne. Et pendant ce temps, c'est la droite qui s'inquiète alors que l'enquête se poursuit. La Croix à présent, tout autre sujet. Médias, l'exigence s'accroît. C'est le baromètre annuel de la Croix. Kantar sur la confiance dans les médias qui montre bien une chute de leur crédibilité, de l'intérêt pour l'information. Le Télégramme qui met à la une l'Amérique qui est sur les nerfs et les suites des premiers jours à la Maison-Blanche de Donald Trump. Enfin, on conclut avec Libération. Le quatrième pouvoir se rebiffe face à qui? Face à Donald Trump qui est en guerre contre les médias. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin ce soir. Mon invité ce soir est journaliste, grand reporter au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Olivier Beaumont. Alors vous êtes l'auteur de ce livre, une enquête fouillée dans l'enfer de Montretout chez Flammarion. On va en parler en détail, mais je vais commencer d'abord par l'actualité qui concerne le Front National et dont d'ailleurs vous parlez dans votre livre. Ce sont ces affaires présumées d'emploi fictif d'assistants au Parlement européen. Et à l'instant, Marc-Olivier Padis, qui était là, directeur des études du think tank Terra Nova, eh bien, il se posait la question, comment se fait-il qu'on parle moins de ces affaires-là que de l'affaire François Fillon? Marine Le Pen se défend en disant « cela n'a rien à voir ». C'est le cas? C'est pas que ça n'a rien à voir, c'est quand même une enquête qui la vise directement et qui, sur les faits en tout cas, est assez grave. Hein. La différence avec François Fillon et pourquoi finalement ça ne prend pas autant dans l'opinion, c'est que là, si on fait vraiment, on essaie de faire le parallèle avec l'affaire Fillon, le Penelope Gate, c'est que pour François Fillon, on est dans l'enrichissement personnel. Alors que les assistants parlementaires du Front National, c'est donc une histoire d'emploi supposé fictif au profit, enfin, au détriment du Parlement européen, de salariés qui auraient en fait travaillé pour le Front National. Donc c'est un petit peu la différence là. L'argent n'a pas bénéficié à Marine Le Pen directement ou au Le Pen en particulier, mais pour le fonctionnement du parti. Et l'autre chose aussi, c'est vrai qu'à chaque fois on voit bien, à chaque fois qu'on discute des questions européennes, dans l'opinion c'est toujours un peu plus vague, plus flou, les gens s'intéressent moins à ça. Et plus généralement, je dirais aussi que le nom Le Pen, depuis maintenant 30 ans, 40 ans, a toujours été régulièrement finalement été associé aux affaires alors financières, enfin, de diffamation, tout ça, bon, bref, qui fait qu'il y a un petit peu une banalisation, je dirais, autour des affaires. Pour elle par rapport à l'opinion. Et du coup, elle, à chaque fois que quelque chose tombe, elle s'en sert un peu comme un rempart en se mettant toujours dans la victimisation. Bah oui, voilà, c'est encore le système qui est contre nous, donc elle joue là-dessus, ce qui fait qu'en effet, on se rend compte depuis maintenant des semaines, même des mois, parce que cette affaire, elle n'est absolument pas nouvelle, on voit que ça n'a pas de prise, en tout cas, auprès de son électorat. Alors, venons-en à votre livre, Olivier Beaumont, et d'abord ce titre, Dans l'enfer de Montretout. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on va expliquer Montretout. Il s'agit depuis toujours, c'est vraiment la maison, l'antre des Le Pen. C'est la maison des Le Pen depuis 40 ans maintenant. La maison, c'est un lieu éminemment politique et familial. C'est l'épicentre du Front National depuis que Jean-Marie Le Pen en a hérité en 1976 dans des conditions à l'époque qui avaient été très contestées. Et c'est là que Marine Le Pen s'est façonnée à l'ombre du pouvoir de son père. Et bien des années plus tard, la jeune Marion Maréchal Le Pen, qui elle aussi a observé, tapis dans l'ombre comme ça, cette famille
évolué dans le Front National. Et voilà. Et donc, est-ce qu'on pourrait dire que cette maison, c'est presque un personnage de la famille? C'est le parti pris de ce livre, complètement. Pour moi, Montretout, c'est un personnage à part entière du Front National et des Le Pen. Et je pense que ignorer cette maison, ne pas connaître l'histoire de cette maison, c'est ne pas comprendre l'histoire des Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen et du Front National. On va entrer dans cette maison, mais d'abord, quand on arrive face à cette maison, elle est impressionnante. Racontez-nous, c'est une sorte de maison gigogne avec d'immenses grilles. Ouais. Elle en jette, elle en impose. Déjà, géographiquement, si on la situe par rapport à Paris, donc c'est les Hauts-de-Seine, elle est juste de l'autre côté de la Seine. Sur les hauteurs de Saint-Cloud, elle est dressée comme ça sur le rocher de Saint-Cloud avec une vue incroyable sur la capitale. Et même géographiquement, je trouve que cette maison, elle en dit long sur ce que sont les Le Pen et ce qu'est le Front National dans la vie politique aujourd'hui et même depuis maintenant plusieurs décennies. C'est une maison qui est à côté de la capitale, en dehors du pouvoir, à la marge, comme l'ont été les Le Pen et comme est le Front National finalement depuis qu'il existe. C'est-à-dire en dehors du système, juste à côté. Et c'est vrai que cette maison, il y a ces lourdes grilles en fer forgé dans ce... Alors, Montretout, c'est un domaine où il y a plusieurs maisons. Et donc, au fond d'une des allées, il y a cette maison avec ce grand parc, puisque c'est plus qu'un jardin, c'est un parc qui fait 5000 m² presque, avec cette demeure principale, le manoir, certains disent le château, qui fait quasiment 400 m² sur 2 niveaux, et voilà, qui a été construite en 1830. Sous l'époque de Napoléon II. Et c'est vrai qu'il y a alors le parallèle pour ceux qui connaissent le film Psychose, le célèbre film d'Alfred Hitchcock. Donc, quel parallèle? Non, parce que vraiment, là, quand on met les deux photos, si on superpose les deux photos... c'est la maison du diable, vous allez nous le dire, c'est assez troublant. Jean-Marie Le Pen, le diable de la République. Oui, donc c'est bien. On joue totalement là-dedans. Et c'est vrai que cette maison, avec ses vieux chênes centenaires, une maison qui est très très mal entretenue, Jean-Marie Le Pen ne l'a jamais entretenue, donc elle est vraiment restée quasiment dans son jus depuis qu'ils l'ont héritée, avec les mobiliers d'origine. C'est vrai que c'est une maison qui est en train de se détériorer tout doucement, qui n'est pas entretenue, et voilà, à la tombée de la nuit, avec quelques briques chouettes, le vent, on y est. Alors, Montretout, et vous y avez été, et on va raconter comment vous avez mené l'enquête, parce que vous avez été reçu et ils vous ont parlé. Montretout, c'est une maison, mais pour nous tous, les maisons familiales, elles sont le symbole de l'amour, de l'affection, mais aussi des disputes, comme dans toutes les maisons. Et des déchirures, et là des disputes violentes. Il y a disputes et disputes. C'est la famille Le Pen. La famille Le Pen, il n'y a pas de demi-mesure chez les Le Pen. Donc voilà, quand on se dispute chez les Le Pen, c'est toujours très haut, très fort, ça crie, ça hurle. Et souvent d'ailleurs, ça se règle devant les médias et accessoirement aussi devant les tribunaux. Donc c'est vrai que la famille Le Pen, elle est aussi, et c'est pour ça finalement que les Français se fascinent pour cette saga, cette famille politique. C'est une saga politique hors norme, les Le Pen. Jean-Marie Le Pen, c'est 60 ans de vie politique. Et là, il y a 3 générations de Le Pen qui ont vécu et qui continuent encore de vivre, pour certains, dans cette maison, avec 2 qui ont déjà concouru à la fonction présidentielle. Marion Maréchal, on verra bien dans quelques années si elle avait cette idée-là. Mais voilà, il y a quelque chose de totalement inédit qui a été accueilli au sein de cette maison. Et puis finalement, c'est la maison des amours, mais des ruptures, des brisures, des déchirements, de toutes les transgressions. Et quelque part aussi, je pense que si les Français se fascinent aussi pour cette famille, c'est parce que les Le Pen sont un peu aussi le miroir. C'est la famille cabossée, déchirée, et qui parfois va jusqu'à se régler ses comptes devant les tribunaux. Et ça, c'est ce qui arrive aussi dans beaucoup de familles françaises. C'est la maison, vous l'avez dit, des disputes, des déchirures, aussi de l'amour. Parce bien sûr, il y a des mariages, des grandes fêtes, bien sûr. Oui. Et c'est surtout une maison de femmes, d'ailleurs, même si... C'est un gynécée, c'est un gynécée. Le seul qui a survécu, c'est Jean-Marie Le Pen, le patriarche, mais autour, ce sont vraiment les femmes qui ont pris le pouvoir. Et finalement, aucun homme n'a jamais vraiment réussi à s'y installer. Quand on parle des hommes, ce sont les gendres essentiellement. Celui qui a réussi à durer le plus longtemps, c'est Samuel Maréchal, l'ex-époux de Yann Le Pen. Mais voilà, les hommes n'ont jamais réussi à s'y installer durablement. Alors, et le symbole de cette maison, c'est la politique. Pourquoi? Parce que la politique, elle s'invite matin, midi et soir. Tout le temps. Et d'ailleurs, dites-nous, juste, je vais vous laisser parler, Olivier, où est placé le bureau de Jean-Marie Le Pen? Alors, le bureau de Jean-Marie Le Pen, dans lequel il sera encore aujourd'hui tous les jours, tous les après-midi, il passe de longues heures. Il est au premier étage de la maison. Et quand il s'y installe en 1976, il décide donc d'installer son bureau au premier étage, juste en face de son bureau, celui de ses secrétaires et assistantes, et à quelques mètres, la chambre conjugale. Et là, ça a été infernal pour le couple Le Pen. Pierrette Le Pen l'a très très mal vécu, puisque finalement, elle m'a raconté cette anecdote où un matin, elle s'était levée, elle était encore en pyjama, et dans la salle de bain, il y avait Roger Olindre, l'ex-vice-président du Front National, qui se lavait les mains et qui disait non, mais te dérange pas, je fais que me laver les mains. Et voilà, il y a eu cette intrusion perpétuelle de la politique. C'est important, ça veut dire que tout se voit, tout se vit à l'aune de la conquête du pouvoir et de la conquête du pouvoir. Tout à fait, parce que Jean-Marie
Le Pen a toujours été dans le mélange des genres, et surtout, c'est que le bureau politique de Jean-Marie Le Pen, c'est le bureau politique du Front National. Toutes les réunions, les commissions exécutives, les commissions d'investiture, toutes les réunions stratégiques du Front National se tenaient toujours à Montretout. Elles ne se sont jamais tenues dans les autres sièges du parti, notamment du temps du paquebot, qui pourtant était juste en bas du Saint-Cloud, au pied de Saint-Cloud. Mais non, quand il y avait les grandes réunions importantes, ça se passait dans le bureau du chef. Donc il y a un côté un peu très, très monarchique finalement. On fait l'ascension de Montretout et on allait être reçu par le roi, par le monarque. Comment s'est passé, comment vous avez mené votre enquête et qu'est-ce qui vous a le plus surpris au fur et à mesure de l'avancement de votre enquête et de votre livre? L'enquête, grosso modo, elle a duré, en termes d'entretien pur, de rencontres, ça a duré une grosse année entre juillet 2015 et l'été dernier. Ça s'est poursuivi encore avec quelques entretiens jusqu'en octobre, mais de manière plus sporadique, parce que j'avais entamé entre-temps, j'avais commencé à... C'est-à-dire en pleine bataille avec le père. Tout à fait. Et voilà, donc il a fallu d'abord essayer de les convaincre, parce que, bon, bah, voilà, mais vous avez réussi parce qu'il vous parle. Jean-Marie Le Pen, au début, il a beaucoup hésité. Il a fallu attendre quelques mois pour qu'il accepte de me rencontrer. Et en fait, après, il a joué le jeu. On s'est vu plusieurs fois au cours de longs entretiens. Et voilà, et au fur et à mesure, voilà, j'ai pu rencontrer tous les protagonistes pour mener cette enquête et pour écrire ce livre. Racontez-nous à l'origine, après on va revenir à ce qui se passe en ce moment dans la maison. Vous avez dit tout à l'heure, c'est une maison dont a hérité Jean-Marie Le Pen, et je crois que la première fois où ils arrivent, où ils s'installent, c'est un moment assez particulier, vous le racontez d'ailleurs. C'est très particulier, il faut se souvenir du contexte. En fait, cette maison, elle est héritée d'Hubert Lambert, la famille Lambert, les cimentiers Lambert, et en fait, quelques années auparavant, Jean-Marie Le Pen et Pierrette, son épouse, étaient liés d'amitié avec Hubert Lambert et sa maman Angèle, qui occupaient Montretout, qui occupaient les premiers et deuxième étages de Montretout. Le rez-de-chaussée et le sous-sol étaient occupés par un autre cousin Lambert. Et en fait, ils s'étaient tellement liés d'amitié qu'un jour, ils avaient décidé de faire de Jean-Marie Le Pen leur légataire universel. Et il se trouve qu'en très peu de temps, finalement, été 1976, Angèle Lambert, la maman, décède de manière brutale. Et Hubert, qui était fils unique, qui était très, très accroché à sa maman, en fait, décède un mois plus tard. Il se laisse mourir presque dans cette maison. Et donc, il meurt à Montretout, au premier étage. Et entre-temps, donc voilà, du coup, Jean-Marie Le Pen devient le légataire de cette maison. Il y a un bras de fer qui commence avec les autres occupants Lambert de la maison. Donc voilà, ça va durer 1 an et demi. Mais sauf qu'entre-temps, l'appartement familial des Le Pen dans le 15e arrondissement de Paris, à la Villa Poirier, va exploser. On en a beaucoup parlé à l'époque. Évidemment. Et là, les Le Pen se retrouvent sans domicile fixe. Et donc, ils essaient au début d'être hébergés chez Jean-Marie Le Chevalier. Mais bon, ça ne peut pas durer longtemps non plus. Et donc, ils décident, bon, qu'est-ce qu'on fait? Puisque personne ne voulait louer ni vendre une maison aux Le Pen, puisqu'il y avait le risque de se faire dynamiter. Et donc, ils disent, bon, voilà, on vient d'hériter de cette maison. On va s'y installer, même s'il y a des occupants et qui ne sont pas d'accord. Et donc, ils s'installent au premier et au deuxième. Et donc, ils débarquent avec leurs 3 valises, les 3 filles. Marine Le Pen, à l'époque, elle a seulement 8 ans. Et donc, ils arrivent notamment dans la chambre où Hubert Lambert est mort quelques semaines plus tôt d'une varice œsophagique. Et il y a encore du sang. Les draps sont maculés de sang. Il y a une odeur pestilentielle. Et voilà. Et bon, ils ne se posent pas de questions. Ils nettoient la chambre. Pierrette Le Pen enlève les draps. Elle ouvre les fenêtres. Et le soir même, il dort. Et j'ai interrogé les deux. Ils m'ont dit que ça ne leur avait posé aucun problème. Vous avez parlé de Marine Le Pen. Elle considère en tous les cas, d'après votre avis, que cette maison n'est pas la sienne, que ce n'est pas son histoire. Vraiment, c'est ce qu'elle dit. Il y a une vraie distance par rapport. Elle balaye d'un revers la main, elle ne veut pas en parler. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, voilà, je couvre la droite et l'extrême droite depuis maintenant plusieurs années aux Parisiens. Et donc, Marine Le Pen, elle me connaît très bien. Et quand je l'ai sollicitée pour les besoins de cette enquête, pour ce livre, tout de suite, elle s'est braquée. Elle a totalement refusé de me parler de son histoire à Montretout. Montretout, pour elle, c'est plein de traumatismes. Le traumatisme qui débute finalement, je viens de le raconter, au moment de son installation dans cette maison, puisque pour elle, elles sont déracinées de Paris, elle est déracinée de son école, de ses copines de classe, et puis de cet appartement, et elles arrivent dans cette maison sombre, lugubre, en dehors de Paris, donc voilà, elle est un peu perdue, comme ses sœurs d'ailleurs, et puis c'est la maison du drame familial, c'est-à-dire que c'est là où elle va voir que sa maman, elle va être malheureuse, même si à l'époque, elle est encore petite, elle ne se rend pas bien compte, et un jour, 10 octobre 1984, le soir, elle rentre des cours, et elle découvre que maman est partie, et qu'elle ne va pas la revoir pendant plus de 15 ans. Et voilà. Et donc, elle va beaucoup en vouloir à son père à l'époque, puisque le responsable de ce départ, le responsable principal premier, c'est Jean-Marie Le Pen, puisque quelque part, il a délaissé sa femme pour
s'intéresser plus à la politique, et puis pour faire venir en permanence, constamment, le banc et l'arrière-banc de l'extrême droite à Montretout, Pierrette ne l'a pas supporté, et donc elle est partie, et Marine s'est retrouvée, entre guillemets, orpheline de sa mère, et elle a grandi sans sa mère pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'elle finisse par revenir au tout début des années 2000. Pour quitter de nouveau, évidemment, voilà, après. Et elle dit, et Montretout, c'est aussi le lieu de la violence, de l'hyper-violence politique, et Marine Le Pen, elle a grandi aussi dans tout ça, quoi. Et elle ne veut pas entendre parler aussi, parce qu'il y a autre chose qu'elle n'a jamais apprécié, c'est le fameux sobriquet que lui donnent tout le temps ses adversaires politiques, la châtelaine de Montretout. Exactement. Tout au long de ce livre, il y a tout l'aspect personnel, affectif, et puis il y a l'aspect politique, mais on a l'impression, est-ce que c'est le cas, que ce qui est normal, c'est la normale. Ce qui est la norme, c'est ce qui est anormal. Parce que vous racontez, il y a quand même des épisodes. Je voudrais que les téléspectateurs les découvrent en achetant votre livre, parce que ce qui est passionnant, c'est que c'est un véritable thriller. C'est écrit, moi je l'ai lu en 2 jours, vraiment d'une traite, c'est passionnant. On a l'impression de rentrer dans une maison, de pousser les volets, etc., de découvrir, comme vous dites, une saga, mais il y a des histoires. Mais j'ai été de surprise en surprise. Incroyable. Je m'attendais pas. Voilà, on vous a raconté. Je m'attendais pas à en avoir autant, entre guillemets, pour faire ce livre. Mais c'est vrai que je me souviens d'une anecdote où quand je discutais avec Pierrette Lalanne, la maman de Marine Le Pen, et on parlait de Montretout, et c'est vrai qu'on revenait un peu sur les grandes heures et les petites heures de cette maison, et à un moment donné, je lui ai coupé la parole et je lui ai dit, bon voilà, on revenait sur l'héritage Lambert, on revenait sur les visiteurs secrets de cette maison, sur les ruptures, sur les déchirements, sur la politique et sur fond de violence toujours en permanence. Et je lui ai dit, mais vous vous rendez compte que finalement, il se passe jamais rien de normal dans votre famille. Et du coup, on parlait aussi de la rupture avec Jean-Marie Le Pen, qui s'est faite aussi à Montretout. Et là, elle s'arrête, elle me dit, oui, c'est vrai. Et je me suis rendu compte, à partir de ce moment-là, j'étais encore au premier tiers de mon enquête, que finalement, dans cette famille, il n'y a rien d'anormal, et qu'en fait, l'anormal, c'est banalisé. C'est-à-dire que chez les Le Pen, dans cette famille, l'anormal est devenu la norme, et plus personne ne s'en étonne. Voilà, plongé dans une saga familiale, dans une saga politique, évidemment, l'enfer de Montretout, avec une génération ici. Olivier Beaumont, merci beaucoup. Merci. Grand reporter au Parisien aujourd'hui en France. Vraiment à lire, parce que, évidemment, ça éclaire aujourd'hui sur le parcours, notamment de Marine Le Pen et de Marion Maréchal Le Pen. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude, à présent, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Ruben, 33 ans, fait partie des rescapés. Après avoir connu un plan social en 2011, il est rappelé en 2015 par Arcelor qui lui offre un contrat de 4 ans. Désormais, il travaille 8 heures, 7 jours d'affilée, en horaire décalé. Les conditions de travail ont beaucoup changé. Entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui, tout a changé. Par exemple, pour ceux qui, comme moi, reviennent après 5 ans, nous touchons 12% de salaire en moins. C'est dans l'accord que nous avons signé. Un accord médiocre, on va dire. Pour tous les nouveaux travailleurs, il leur faut attendre 5 ans pour retrouver le même salaire. Beaucoup d'entre nous sont en désaccord avec ça, mais bon. Je vois que notre travail comme un travail de rédaction, d'écriture déjà, rédaction des discours, les préparations bien entendu des notes techniques, un travail législatif important puisque bon, on suit les textes, rédaction d'amendements. Moi personnellement, j'écris beaucoup de propositions de loi. C'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, avec mon sénateur également. C'est un travail de collaboration, hein, on est collaborateurs et c'est une histoire de confiance aussi, une histoire de confiance avec le sénateur ou la sénatrice avec laquelle on travaille. En temps normal, les sénateurs en général ont 3 collaborateurs. Donc sur 7 500 € d'enveloppe que nous disposons, voilà, on voit tout de suite ce que ça peut faire par personne. On en est très très loin. Est-ce que vous avez des preuves aujourd'hui que ce soit une officine? On n'a pas de preuves, mais on sait... Donc, pourquoi avancer que c'est une officine? Parce qu'on est en train de chercher, qu'on a des suspicions. C'est quoi ces suspicions? Ces suspicions, c'est M. Nadal, qui a été nommé par le gouvernement. Oui, c'est dans le viseur du juge Nadal, bien entendu. Il a été nommé pour ça, ainsi que d'autres. Il n'y a pas de révélation accablante qui sorte. C'est-à-dire que tout ce qui sort, c'est une espèce de tempête médiatique, une tempête dans un verre d'eau, où sur la base d'informations parcellaires, parfois inexactes, souvent fausses et extrêmement souvent tronquées et déformées, on essaie d'arriver à mettre à mal la position de François et de Pénélope Fillon, qui est de dire « mon épouse », pour François Fillon,
a travaillé. Depuis 1981, elle travaille à mes côtés. Mais l'Assemblée nationale, n'oublions pas que c'est elle qui gérait les contrats de travail, c'est elle qui gérait les fiches de paye. C'est-à-dire que le travail de Pénélope Fillon était déclaré à l'Assemblée nationale. Tous les éléments y étaient accessibles. Les éléments pouvaient être trouvés. Ils figuraient sur les fiches de paye de monsieur et madame Fillon. Madame Fillon, employeur, Assemblée nationale, à partir du pré-remplissement des déclarations fiscales, ça figurait dans les catégories automatiquement remplies. Et vous savez, je veux dire, on a déjà vu ça. Les déclarations fiscales, quand vous connaissez le code postal d'une personne, on peut aller le consulter. Et c'est souvent ce que font les journalistes d'investigation. Donc il n'y a jamais rien eu de caché. À Fukushima, il a fallu plus de 9 mois pour maîtriser la situation. La force d'action d'EDF peut-elle tenir un délai aussi long? Je n'ai pas d'informations sur le délai de stabilisation des réacteurs de Fukushima. Le chef de la force d'intervention. Vous ne savez pas combien de temps il faut pour arrêter 3 réacteurs? Non, mais ça ne m'intéresse pas forcément. Qu'est-ce qui vous intéresse pas? Non, mais c'est pas le sujet. Nous n'aurons pas plus de précisions de la part d'EDF. Aujourd'hui, les évaluations sur les centrales sont pratiquées par l'ASN, Autorité de sûreté nucléaire, un organisme qui contrôle la sûreté des centrales EDF. C'est le gendarme du nucléaire. On arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Demain, votre rendez-vous matinal, c'est Territoire d'Info. Et je vous retrouve avec grand plaisir en début de semaine, dès lundi, 22h, 23h30, pour aller plus loin. Merci encore. Belle fin de soirée à vous.